Bienvenue à vous dans Podcast à livre ouvert. On plonge aujourd'hui dans un roman, qui vous rendra longtemps après l'avoir refermé. Ah ouais? Marche ou crève de Stephen King. Hmm. Imaginez un peu 100 garçons contraints de marcher sans s'arrêter, Ah, sous la menace constante de soldats armés, oui, jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un seul, d'accord. le vainqueur. Est-ce que vous serez prêt à participer à une telle épreuve? Bonne question. Qu'est-ce que ça révélerait sur vous? Aujourd'hui, on va décortiquer ce récit glaçant, Oui. partie par partie, et explorer les questions troublantes qu'il soulève sur la nature humaine. Marche ou crève. Un véritable chef-d'œuvre de la littérature dystopique. Ce qui est fascinant avec ce roman, c'est qu'il nous met face à nos propres limites. Jusqu'où serions-nous prêts à aller pour survivre? À quel prix? King ne nous donne pas de réponse facile, il nous force à réfléchir, à nous remettre en question. Exactement. Et on commence tout de suite avec la première partie du livre, les premiers kilomètres. On y fait la connaissance de Galati, notre protagoniste. Un jeune homme ordinaire, propulsé dans une situation extraordinaire. On découvre aussi d'autres marcheurs qui vont marquer le récit. McReese, le pragmatique, Olson, le fanfaron Oui. et l'énigmatique Stebbins. Dès les premières pages, King nous plonge dans une atmosphère électrique palpable. On sent la tension monter crescendo. Oui, on sent tout de suite la tension qui règne parmi les marcheurs. L'attente avant le départ, la présence oppressante des soldats et de ce fameux half-track qui les suit. Un véhicule militaire, pour ceux qui ne connaissent pas le livre, qui sert de rappel constant de la menace qui pèse sur eux. Et puis il y a cet incident avec Barkovitch, qui enfreint le règlement en s'arrêtant pour lasser sa chaussure. Ça plante le décor. On comprend vite que la moindre erreur peut être fatale. Absolument. Cet incident est marquant parce qu'il révèle la cruauté du règlement et l'arbitraire du pouvoir. Et face à cette pression, on voit se dessiner les différentes personnalités des marcheurs. Certains paniquent, d'autres affichent un faux bravado, comme pour masquer leur peur. Et puis, il y a Stebbins qui reste impassible, presque énigmatique. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué chez ce personnage, vous? Stebbins est un personnage fascinant parce qu'il est imprévisible. On ne sait jamais à quoi s'attendre avec lui. Est-il un stratège? Ouais. Un nihiliste? Un fou? Qui distille des indices tout au long du récit mais ne nous donne jamais de réponse claire. Et c'est ce qui le rend si captivant. On est constamment en train de se demander quelles sont ses motivations, quel est son but. Il incarne en quelque sorte le mystère, l'inconnu qui plane sur la longue marche. Oui, tout à fait. Et au milieu de ce cauchemar, il y a ce moment touchant, presque irréel, où Galati embrasse une fille dans la foule. On sent qu'il s'accroche à ce moment de normalité, de connexion humaine, comme à une bouée de sauvetage. Ce baiser est une parenthèse de douceur, d'espoir, dans un monde qui devient de plus en plus brutal. Mais cette illusion est vite brisée par la réalité de la situation. La mort frappe pour la première fois. Et c'est Corley qui en fait les frais. Un rappel brutal que la longue marche n'est pas un jeu. C'est un tournant dans le récit. La mort de Curley marque la fin de l'innocence, si on peut dire. Oui. Les marcheurs prennent conscience de la réalité de la situation, du danger qui les guette à chaque pas. Et puis il y a cette arrivée à Limestone, Oui. qui s'avère être une ville banale, presque décevante. Alors qu'on s'attendait à un lieu marquant, un symbole, Oui. on se retrouve face à l'ordinaire. Ce contraste est intéressant. Limestone est une ville comme les autres, avec ses habitants, ses commerces, sa routine. Et c'est peut-être justement ce qui la rend si troublante. Elle représente le monde extérieur, celui que les marcheurs ont laissé derrière eux et auquel ils ne pourront peut-être jamais revenir. Oui, on sent déjà poindre le cynisme, la désillusion. Et cette désillusion va grandir au fil des kilomètres, à mesure que les marcheurs s'enfoncent dans la longue marche. Mais ça, c'est pour la deuxième partie de notre analyse. On reprend notre analyse de marche ou crève. Dans la deuxième partie, sur la route, on assiste à une véritable descente aux enfers. Les marcheurs sont de plus en plus épuisés. La faim, la douleur, les ronges. La camaraderie des premiers kilomètres s'effrite peu à peu, laissant place à la suspicion, à la méfiance. Exactement. La pression psychologique devient insoutenable. On sent que les marcheurs sont à bout, physiquement et mentalement. Chaque geste, chaque parole est scrutée, analysée. On se demande qui va craquer en premier. Oui. Et c'est là que survient la scène où Olson perd le contrôle et provoque les soldats. Une scène terriblement intense qui nous montre jusqu'où la pression peut pousser un homme. Ce qui est intéressant avec Olson, c'est qu'il représente cette part de nous qui refuse de se soumettre, qui veut se rebeller contre l'absurdité de la situation. Mais sa tentative est vouée à l'échec. Il est seul contre tous. Et sa mort, tragique et violente, nous rappelle la cruauté du système, l'implacable logique de la longue marche.
C'est une scène qui marque un tournant dans le récit. L'espoir qui subsistait encore dans la première partie semble s'éteindre peu à peu. Oui. On sent que la longue marche est en train de broyer les marcheurs, un par un. Mhm. Mais au milieu de ce chaos, King nous offre des moments de répit, de profondeur, en nous racontant le passé des marcheurs. Oui. McVrees nous parle de son amour brisé, Baker de son grand-père. On découvre leur humanité, leur faiblesse, et ça les rend d'autant plus attachants. Ces moments de confidence sont précieux. Hein. Ils nous permettent de voir les marcheurs, non pas comme des numéros, des pions dans un jeu macabre, mais comme des individus avec des histoires, des rêves, des regrets. Et ça rend leur destin encore plus tragique. Et il y a cet incident avec le camionneur qui leur fait un bras d'honneur. Ah oui. Une scène qui cristallise la colère et le ressentiment des marcheurs. Face à l'indifférence du monde extérieur, ils se sentent seuls, abandonnés. C'est une image forte qui symbolise la cruauté du monde, la distance qui sépare les marcheurs du reste de la société. Ils sont devenus des parias, des bêtes de foire que l'on observe avec curiosité, amusement ou dégoût. Et l'arrivée de la nuit ne fait qu'amplifier ce sentiment d'isolement. L'obscurité devient une menace supplémentaire, un symbole de l'incertitude qui les entoure. Et c'est dans cette atmosphère angoissante que Stebbins, toujours aussi énigmatique, nous livre ses réflexions sur la nature de la longue marche. Des réflexions troublantes qui nous laissent plus de questions que de réponses. Est-ce qu'il joue un jeu stratégique d'après vous? Ou est-il sincèrement nihiliste? C'est la grande question que l'on se pose à propos de Stebbins. Est-il un manipulateur cynique qui tire les ficelles dans l'ombre? Ou est-il un véritable nihiliste qui a perdu toute foi en l'humanité? Difficile de le dire avec certitude. King sème des indices tout au long du récit, mais ne nous livre jamais une réponse définitive. C'est au lecteur de se faire sa propre opinion. Et c'est ce qui rend ce personnage si fascinant. Il incarne le mystère, l'ambiguïté qui plane sur la longue marche. On a hâte de voir comment son rôle va évoluer dans la troisième partie du roman. On arrive à la troisième partie du roman vers la fin, et là, l'atmosphère devient suffocante. Oui. Les marcheurs sont à bout de force, la mort rôde, et on sent que la tension est à son comble. C'est une véritable descente aux enfers, où chaque pas devient un supplice. Oui, on voit l'espoir s'éteindre peu à peu dans les yeux des marcheurs. Ils ne marchent plus pour gagner, mais simplement pour retarder l'inévitable. Le roman bascule dans une sorte de transe macabre où la survie devient le seul objectif au détriment de tout le reste. Et il y a ce moment terrible, presque insoutenable, où Garati est pris d'une crampe à la jambe. Ah oui. On retient notre souffle. On se demande s'il va réussir à se relever. C'est une image forte qui symbolise la fragilité de la vie, la précarité de leur existence. Un instant d'inattention, une faiblesse passagère, et tout peut basculer. Absolument. Cet incident nous rappelle que la mort est omniprésente, qu'elle peut frapper à tout moment. Et c'est McVrees, une fois de plus, qui vient en aide à Garati. Un geste désespéré dans un monde qui a perdu tout sens, mais qui témoigne de la force de leur lien. Leur amitié est l'un des rares points lumineux dans ce récit sombre. Un lien puissant qui défie la logique de la compétition, de la survie à tout prix. Mais même cette amitié ne peut pas résister à la pression de la longue marche. McVrees finit par craquer. Oui. Et sa mort est un véritable coup de poing à l'estomac. On la sentait venir, mais c'est encore plus déchirant quand elle survient. La mort de McVrees est un moment clé du roman. Il était si proche du but, si humain malgré l'épreuve qu'il traversait. Sa disparition laisse un vide immense, et on sent que Garati est brisé par la perte de son ami. Il se retrouve seul face à Stebbins. L'énigmatique, l'invincible. Le face-à-face final entre deux visions du monde qui s'affrontent. La résilience de Garati qui s'accroche à la vie malgré tout. Oui. Contre le nihilisme de Stebbins qui semble avoir renoncé à tout. Et c'est là que Stebbins se révèle enfin. On découvre un être brisé, hanté par ses propres démons, qui a choisi la longue marche comme une forme de suicide. Un personnage complexe, fascinant, qui nous interroge sur la nature même de la folie, des limites de l'esprit humain. Et cette fin. Garati court, il court vers une victoire qui ressemble à une défaite. King nous laisse avec une image troublante, un sentiment de malaise. La victoire a un goût de cendre, la vie a perdu son sens. C'est une fin ouverte qui nous laisse face à nos propres interrogations. Qu'est-ce que la liberté? La vie. La mort. Jusqu'où peut-on aller pour survivre? Marche ou crève ne nous donne pas de réponse, mais il nous force à nous poser les bonnes questions. C'est une lecture qui marque, qui questionne. On en ressort avec une vision différente de la nature humaine, de nos propres limites. Et cette citation qui résume si bien l'essence du roman. La longue marche n'est pas une course, c'est une crucifixion. Une image puissante qui nous rappelle la souffrance, le sacrifice, qui se cache derrière cette marche absurde. Marche ou crève est un roman qui nous hante longtemps après l'avoir refermé, qui nous pousse à réfléchir sur le sens de notre existence, sur la valeur de la vie.
On espère que vous avez apprécié ce voyage au cœur de Marche ou Crève. N'hésitez pas à partager vos impressions, vos réflexions sur ce roman fascinant. Et si vous êtes prêts pour une autre aventure littéraire, on vous attend pour un prochain podcast à livre ouvert. À bientôt.